Bonjour, je m'appelle Valentine, j'ai 24 ans. Il y a des mecs qui pensent que je suis mignonne et d'autres qui pensent que je suis pas terrible. Et ben ceux qui pensent que je suis mignonne, ils sont sortis avec moi. Et ceux qui pensent que je suis pas terrible, et ben ils ont tort. Et ils vont s'en mordre les doigts le jour où je serai devenue une star. C'est ça, oui. Et qui vous a parlé de ce casting? Et ben c'est ma meilleure amie, Jennifer, elle s'appelle. Vous êtes comédienne. Oui, enfin non. Enfin, je le serai si vous me prenez. Merci. Suivante. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur et aujourd'hui encore une vidéo un peu coup de cœur, un peu dont j'hésitais un peu à me dire, c'est venu dans ma tête, je me suis dit bon, est-ce que je fais ça ou pas? Est-ce que je fais ça? Est-ce que j'en parle un peu? Parce que chaque fois que les gens me voient faire des sujets, ils se disent toujours que ouais, ça va être un truc un peu métaphysique, un peu je sais pas quoi là. Et là, je me suis dit bon, parle un peu de tes coups de péchés mignons, des trucs un peu que tu kiffes, même si ce n'est pas vraiment des trucs de ouf, mais tu veux partager juste un truc que tu kiffes depuis des années, tu vois, truc. Et je dois vous avouer, quand j'étais plus jeune, quand j'étais un petit bounty de négro africain qui aimait consommer tout ce qui était occidental et tout, je fais partie de cette génération qui a été très marquée par la génération des productions sitcom de Tonton Azoulay et Claude Berda, les productions AB, si vous vous souvenez bien, avec tous ces conneries qu'ils étaient Hélène et les garçons, Salut les musclés, Philo selon Philippe, je ne sais plus, et un tas de séries de sitcoms qui, moi, à l'époque, moi, je vous avoue, hein, je le regarde même encore, puisqu'à aujourd'hui, hein, comme si vous voyez là parler de tout ce que je parle là. Et oui, on est des hommes, un être humain est une personnalité à multifacette. J'ai été un grand fan de ça et jusqu'à aujourd'hui je le regarde encore avec une certaine forme de nostalgie parce que ça fait partie, moi je dis toujours ça a été ma formation un peu par rapport à ma culture un peu sur l'audiovisuel, du cinéma et tout, et ça passe par là, il faut bien commencer quelque part et ça a été vraiment mes débuts là-bas. Et je dois vous avouer aussi que quand je vois les productions Marodi me rappellent beaucoup les productions de l'époque justement de Jean-Luc Azoulay et Claude Berda, quoi, les productions AB. Quand je vois les séries qui sortent là, Karma, Virginie, tout ce qui sort là, ça me rappelle vraiment la période, le boom qu'il y a eu avec les séries télé sénégalaises là, me rappelle le boom qu'il y a eu dans les années 90 avec les productions de sitcom AB, c'est la même chose, hein. C'est clairement la même chose, on s'échange des mêmes, c'est le même bordel. C'est clairement le même bordel. Et même s'il n'y avait pas... il n'y avait pas forcément des séries qui étaient forcément de qualité par le scénario, par le jeu d'acteur, par tout plein de trucs, même si ça garde toujours son charme, il y avait deux trucs quand même qui sont sortis là-bas que je trouve qu'ils étaient quand même forcément de qualité. Il y avait un d'abord qui s'appelait L'école des passions. Je ne sais pas si vous avez rappelé l'époque, pour ceux qui ont vraiment connu ça, c'était ça n'avait pas eu beaucoup de succès. Mais ça a eu un beau succès critique à l'époque. L'école des passions qui était, et dans la seconde saison, ça s'appelle le studio des artistes, l'école des passions et autres et tout, qui avait été toujours créée par Azoulay, qui n'était pas forcément dans la frange sitcom production Azoulay, mais qui avait toujours été créée par Jean-Luc Azoulay, je ne me trompe pas, avait été excellent dans son écriture. Excellent dans son écriture. Jusqu'à aujourd'hui, quand je le regarde, je dis mon Dieu, c'était super bien écrit ça. Qui a fait même, c'est même une série qui a révélé celui qui va devenir un des grands comédiens du théâtre après Benoît Solès qui est un incroyable comédien, comme vous l'avez vu un peu avec les Molières qu'il avait gagné pour
son spectacle La Machine de Tuning, qui a été un grand plébiscite à la fin des années 2010. Et Benoît Solès, même j'avais adoré Benoît Solès dans sa version de Cyrano, parce que je suis très fan de l'histoire de Cyrano, et sa version de Cyrano fait partie des meilleures versions de Cyrano. Le truc là, Benoît Solès c'est vraiment un des grands comédiens. Mais comme je l'ai dit, bon, le sujet n'est pas encore sorti. J'ai toujours dit, les comédiens qui viennent du théâtre sont toujours beaucoup plus puissants que les comédiens à acteurs studio. Et ça, quand tu as un acteur qui a une formation de théâtre, tu es toujours meilleur un peu que les acteurs de studio. Il y avait ça. Et puis, il y avait ce que vous voyez apparaître sur votre écran là, Jamais 200 toi. Jamais 200 toi qui, à la base aussi, n'est pas forcément concrètement une production AB. C'était une sitcom qui avait été imaginée par TF1, qui était toujours dans la vibe des productions AB, mais qui n'était pas forcément dans les productions de sitcoms du truc, et qui avait été créé par, si je me souviens bien, c'était deux personnes, mais je me rappelle seulement du premier nom, c'était Eric Assous. Et moi, je dois vous avouer, cette série-là aussi, pour moi, ça fait 20 ans que je la regarde. Mais elle n'a que 2 saisons, mais elle me plaît beaucoup. Par l'humour qu'il y a là-dedans. Et surtout, les idées pas forcément de mise en scène, mais des idées il y a beaucoup d'idées que tu peux piquer dans cette série. Je passe notamment même par rapport à cette capacité toujours à casser le 4e mur. Casser le 4e mur, pour des gens qui ne savent pas, c'est quand justement l'acteur s'adresse à un téléspectateur, comme vous l'avez vu un peu au début, un peu avec le personnage principal là, qui s'appelle, si je me rappelle, elle s'appelait Valentine, qui vient, qui casse et qui parle avec justement le téléspectateur qui interagit avec l'autre. C'est casser le 4e, on appelle ça casser le 4e mur. Et dans les idées, je dis forcément les idées de mise en scène, il y a des idées super géniales là-dedans, dans cette série, que jusqu'à aujourd'hui, je trouve qu'on peut beaucoup s'inspirer. Déjà, j'aimais le format dont elle s'inspirait. Ça ressemblait un peu à du théâtre, tout en étant une sitcom, mais tout en ayant un humour très léger. Très léger, il n'y avait pas forcément de ton grave, il n'y avait pas forcément de ton truc. Jamais 200 toi, ça parle de quoi? Ça parle parce que je pense que le personnage principal, c'est le personnage féminin que vous avez vu là, qui s'appelle Valentine, qui hérite de l'appartement de sa mère, qui lui donne en héritage un peu l'appartement de sa mère. En même temps, cet appartement-là a été aussi un appartement qui est hérité par ce monsieur que vous voyez qui s'appelle Thomas Dubreuil, qui se rend compte que à la mort de son père avait une relation avec la mère de la Valentine en question, et elles avaient un appartement à deux. Maintenant, comme les deux sont les héritiers légitimes de cet appartement, au lieu de, comment on appelle ça, ils se voient obligés maintenant d'habiter ensemble, puisqu'ils détiennent les parts de cet appartement-là. Et de ce fait-là, il y a un triangle amoureux qui se place, parce que Thomas Dubreuil a une copine, Valentine veut Thomas Dubreuil, et des quiproquos qui arrivent jusqu'à la fin, blablabla. C'est à peu près un peu ça le pitch de la série. Et la série, dans son ton, dans son humour, dans son truc, reste toujours pour moi une des belles sitcoms de cette période des années 90, qui vieillit, je trouve très bien. La preuve en est même que depuis 9 ans, 10 ans qu'il est disponible maintenant sur une chaîne là, je ne sais plus comment s'appelle encore la chaîne qui poste la session, qui s'appelle Manuel F, qui a posté ça depuis 10 ans. Et il y a un culte following maintenant sur le délire. C'est-à-dire que il y a un culte following d'un public qui s'est recréé autour de cette série-là. Parce que cette série-là, je sais pas, elle est addictive. Elle est addictive par son humour, elle est addictive par le ton qu'elle dégage, elle est addictive aussi par
Les acteurs ne sont pas ouf, hein. Mis à part, je dirais deux acteurs. Celui qui s'appelle Xavier Villex et l'autre là qui joue un peu le cousin de Thomas Dubreuil, joué par le Frank Neal là qu'on voit avec les lunettes là. Qui, si je me trompe pas, j'avais lu que c'était le coach. Il avait coaché Eric Cantona quand il commençait à faire ses débuts dans le cinéma. Quand Eric Cantona, c'est un peu un de ses faits d'armes un peu que j'avais lu un peu à l'époque pour savoir un peu qui il est. Oui, même dans des séries comme ça, j'essaie de savoir qui sont les gars, qui sont les trucs, tout savoir d'où ils viennent et tout. Et franchement, c'est une série qui, je sais pas, je kiffe cette série. Je kiffe. Ça a un peu des codes un peu. Je sais pas si vous vous souvenez un peu. Du premier. Bah ça c'est vraiment les premiers abonnés. Hein. Ils ont des trucs là-bas. J'avais fait un sujet sur Lois et Clark, tout début de la chaîne, où j'expliquais que dans Lois et Clark s'inspirait de ce qu'on appelle les screwball comedies. Les screwball comedies, généralement, ce sont des films où généralement il y a un héros et une héroïne et l'héroïne comment on appelle ça, challenge un peu le personnage masculin, par rapport à ses codes un peu masculins, c'est-à-dire ce n'est pas des femmes qui doivent être oui on va sauver la veuve et l'orphelin, on va venir me sauver, c'est l'homme qui doit me sauver ou quelque chose comme ça. Les screwball comédies répondent un peu à ça. Et parfois, quand tu regardes, comment il s'appelle un peu là, quand tu regardes un peu Jamais 203 a des codes de screwball comédie. Mais des codes même de screwball comédie avec un trio, quoi. Parce que c'est un personnage, ça tourne autour d'un trio, un peu d'un triangle amoureux. Mais ça a des codes du screwball comédie parce que je sens que dans le Eric Assous, il a une très grande fascination pour ces films-là. Il y a un film de screwball comédie que j'aime beaucoup. C'est un film avec Gary Grant et Audrey Hepburn qui s'appelle Charade. Et moi, je revois ces codes-là un peu à la fin, mais maintenant mis un peu avec le contexte français qui peut le faire des trucs. Des petites références aussi à des... Autant n'emporte le vent, à des trucs un peu très cinéphiles, la rencontre du troisième type. Il y a beaucoup de références un peu cinématographiques, un peu qui se perdent un peu là-bas. Surtout au début où là on voit toujours le personnage qui fait un rêve. Et c'est quelque chose que j'adore un peu dans cette série. C'est une série vraiment que je vous conseille. Hein. Certains diront que c'est pas le chef-d'œuvre du siècle, mais ça reste vraiment un coup de cœur depuis plus de 20 ans. Ça fait 20 ans que je le regarde. Il y a un cult following derrière, de malade derrière cette série-là. Sur internet, ça me donne même envie, franchement, que moi quand je regarde ça c'est un petit rêve, hein. Mais faut pas que tu me dises un peu tes aspirations, mais moi j'aimerais bien réécrire une suite sur ça. 20 ans après. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est les personnages et autres, tout. Surtout quand je vois maintenant un peu comment ils sont tous devenus vieux, comment ils sont tous des trucs pour pouvoir écrire une suite, peut-être même avec un ton différent, pas forcément avec le même ton, mais avec un ton un peu beaucoup plus mature et beaucoup plus grave, peut-être faire un drame un peu après. Ça pourrait être peut-être là, parce qu'il y a des pistes d'écriture encore que je pourrais apporter un peu dans ce truc-là, parce que moi j'aime beaucoup cette série-là, et à force d'avoir regardé cette série-là depuis plus de 20 ans, il y a tout un scénario de suite que je vois 20 ans après cette série-là. C'est une série, belle série française qui me plaît beaucoup et que je voulais juste partager comme ça là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.